Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère, version 2017, année électorale, et l'heureux élu de cette émission est l'historien François Durper. Alors que certains s'efforcent d'inverser la courbe du chômage, lui il inverse la courbe du temps, puisque ce spécialiste du passé se projette dans le proche avenir qu'il voit en vert de gris. Dans le deuxième tome de La Présidente, nous sommes en effet en 2022, à la fin du quinquennat de Marine Le Pen, avec sa nièce Marion en embuscade. Également au menu de cette francosphère qui tourne aussi à l'envers, un petit retour en arrière pour déguster la carpe de Noël de la polonaise Cordelia dans un goût de l'enfance mitonné par Anne Bonneau. Et le Speak French de Jean-Marie Chazot se demande pourquoi les méchants des films américains ont souvent l'accent français. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour François Durper. Bonjour Dominique Rodrer. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Comment se manifeste la francophonie chez l'américanophile que vous êtes, très consulté sur l'actualité américaine ? Je suis très attaché à la francophonie et je trouve que c'est un vaste gâchis. On voit la diminution notamment des budgets concernant les alliances françaises. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant avec, je pense, des pertes d'influence francophone, notamment en Afrique. Or, on le sait, d'ici 2050, si le français est aussi parlé et sera aussi parlé dans l'avenir, ça sera grâce au continent africain. La France ne croit pas suffisamment à la francophonie ? Je pense que la France y a cru comme un prolongement de son empire colonial, mais n'y a pas cru suffisamment comme diversalité, selon l'expression de Glissant, c'est-à-dire penser qu'on peut transfuser des influences de la pensée française l'ensemble du monde, l'ensemble du tout monde. Et ça, c'est pour l'instant une vision comptable des choses qui, à mon avis, dans les années qui viennent, devra peut-être être changée. Peut-être qu'il y aura un jour un leader qui dira « mais non, on est plus fort parce qu'on va mettre en avant cette diversalité francophone et c'est pour moi l'un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle. Vous parlez de Glissant, vous avez des attaches aux Antilles, vous êtes de mer réunionnaise, natif de Poitiers, émigré à Dijon puis à Paris. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec la créolophonie ? J'aimerais maîtriser le créole. Je ne suis pas très très bon en langue, donc à part l'anglais, j'ai beaucoup de mal. Mais je dirais que toutes les langues sont des créoles. L'intérêt de la pensée de Glissant, c'est de montrer que nous sommes tous des créoles, quelles que soient nos origines. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de voir par exemple en tant qu'historien qu'on ne peut comprendre l'arrivée des Romains en Gaule qu'en comprenant que c'est une créolisation. Et on a utilisé là pour le coup une terminologie antillaise pour comprendre la construction de notre monde occidental. Faute de pouvoir le faire en créole, si vous vous demandez encore qui vous parle en français, qui est ce François Durper que l'on entend pourtant partout et aussi chez nous, voici son portrait coupé décalé par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas François Durper ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Eh bien, François Durper ressemble beaucoup à Cergy Pontoise. Comme Cergy, il est natif des années 70. Comme la ville nouvelle, il est né dans la deuxième décade du mois d'août. Cergy Pontoise a été créé le 11 août 1972. François Durper a vu le jour le 14 août 1971. Comme Cergy Pontoise, Durper est universitaire. Et ne dites pas qu'il enseigne les sciences de l'éducation à l'université de Cergy Pontoise. Depuis qu'il s'est mis à cet instrument à l'âge de 7 ans, on le croit clarinettiste de jazz. D'ailleurs, à chaque fois qu'on l'entend à la radio sur le pipeau politique, on regrette qu'il n'y joue pas plutôt de la clarinette. Vous êtes rattaché à l'université de Cergy-Pontoise, oui. Mais votre antenne universitaire se trouve à Gennevilliers, oui. Plus proche de Paris. Est-ce qu'on constate, François Durper, une différence de population estudiantine entre le centre de la capitale et sa périphérie ? Oui.
Très clairement, et c'était un des éléments, de mon point de vue, préoccupants des choses, c'est qu'on construit des sociétés ségrégées dès, les classes maternelles, et dès l'éducation et dès le plus jeune âge. Donc la question que vous posez sur, l'université, elle est importante. Il y a une ségrégation des universités, mais aussi des filières, c'est-à-dire qu'on voit très clairement dans certaines filières une certaine catégorie de population et dans d'autres filières, d'autres catégories de population, et ça commence très, très, très tôt. Et ça, c'est évidemment pas quelque chose de légalisé, mais c'est les faits, c'est de la sociologie. Et si on veut construire ensemble, il faut éduquer ensemble. Alors l'éducation, elle est souvent sur la sellette, elle va de nouveau l'être avec la campagne électorale. La mode, vous savez, c'est « moi président, qu'est-ce que vous feriez, moi président ?» Mais vous, ministre de l'Éducation nationale plutôt, qu'est-ce que vous changeriez? Je commencerai par augmenter les profs. C'est-à-dire que je prendrai le Vous problème trouvez à mal payés? l'envers. Je les trouve très mal payés et je trouve qu'avoir augmenté les profs en fin de mandat, ça donne un signal électoraliste, alors que les augmenter en début de mandat, ça donne un signal politique. Ça veut dire qu'on ne peut faire de réforme qu'avec les enseignants. C'est le cœur du système. C'est quasiment 1 million, vous imaginez cette armée en faveur de l'éducation. Et puis ensuite, c'est pas seulement un dossier l'éducation. C'est le mettre au centre de tout. C'est considérer que si on veut moins de chômage, que si on veut une société qui aille mieux, eh bien on fait des priorités. Et la priorité, c'est d'éduquer ses enfants. Donc c'est pas, si vous voulez, un dossier à part, c'est irriguer l'ensemble des dossiers par cette vocation qu'a l'État d'éduquer ses citoyens. Vous avez plutôt bien réussi vos études, vous êtes agrégé d'histoire, mais est-ce que vous avez été un élève heureux? Oui, heureux dans certaines matières et malheureux dans d'autres. Et ce qui m'a permis de comprendre ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'être un bon élève et j'ai eu la chance d'être un mauvais élève. Donc pour réfléchir aux sciences de l'éducation, il faut aussi s'être mis dans la peau d'un mauvais élève. Alors j'avais des résultats pas trop mauvais en maths, mais je souffrais beaucoup, beaucoup quand même. Vous êtes aussi, François Durper, le scénariste de La Présidente, une BD dessinée par Farid Boudjelal, qui, en 2 tomes pour l'instant, anticipe la prise de l'Élysée et sa conservation par le clan Le Pen aux 2 prochaines élections présidentielles. Nous allons y revenir, mais tout de suite, la parole d'un autre candidat pour mai prochain, l'écrivain Alexandre Jardin, au nom du mouvement citoyen Bleu, Blanc, Zèbre. En conférence de presse, l'auteur du Zèbre et de l'île des Gauchers a assuré à Marie-Carline Chardonnay que les Outre-mer n'avaient pas de secret pour lui. Je connais très bien, parce que j'ai même écrit en Nouvelle-Calédonie un de mes romans qui s'appelle L'île des Gauchers. Et la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, évidemment que je connais. Ce sont des endroits où je vais écrire. En fait, j'écris bien dans ces pays vivants. Loin de la dépression parisienne. et lorsque vous allez en Nouvelle-Calédonie, c'est une société extraordinairement neuve et qui invente des modèles. Et le monde kanak est un monde absolument prodigieux, d'une profondeur absolument inouïe. La première nuit que j'ai passée, j'étais tout seul près de la grande chefferie de Marais. C'est un des moments les plus puissants de ma vie. Parce que j'avais accès, en étant seul, sur place, à leur manière d'être. Je ne savais pas qu'il y avait des êtres aussi vivants. Alors à part l'ingénu et sympathique Alexandre Jardin qui fait des sujets ultramarins une source d'inspiration, est-ce que vous pensez, François Durper, que les Outre-mer auront toute leur place dans la prochaine campagne présidentielle? La campagne présidentielle a quand même largement commencé et non... Sans l'Outre-mer? Non, sans l'Outre-mer, ça se fait sans Outre-mer parce que c'est pas dans la manière de penser des dirigeants français. Ils se disent, bah oui, il y a le voyage à faire en Outre-mer et c'est le passage oublié. C'est à peu près et tout. moi, ce que je prévois, pour le coup, c'est, je pense, cette année, une abstention record. Je pense que on est là dans un moment de bascule où l'Outre-mer va se rendre compte qu'elle est vraiment portion congrue et se dire, bah, ça intéresse personne, on va pas voter. Est-ce que vous croyez encore à une candidature, Taubira? Non. Ça n'aura pas lieu. Pas pour cette fois, mais j'allais même dire que je l'espère pour une autre. Et ce sera peut-être le tome 3 de la BD. Vous avez lu le tome 3 avant qu'il soit écrit? Je n'ai pas lu le tome 3, alors, mais bon... mais en fait, ça a un rôle important, Christian Taubira. Bon, alors de la Nouvelle-Calédonie dont parlait Alexandre Jardin, il est aussi question dans le premier tome, cette fois de La Présidente, avec un archipel en plein soulèvement contre la victoire de Marine Le Pen au présidentiel. Les choses se périment vite, puisque cette victoire, elle a lieu contre François Hollande. On sait déjà que
ça ne sera pas possible. Oui. C'est la limite de la date de la politique fiction, c'est sa date de péremption? Non, pas forcément, parce que c'est un scénario possible, mais l'idée, il peut y avoir d'autres scénarios qui amènent au même résultat. C'est-à-dire que c'est pas parce que Hollande et Sarkozy ne sont plus là que la possibilité de Marine Le Pen est totalement effacée. Imaginons par exemple un François Fillon qui reste vraiment sur son programme ultralibéral. Moi, je dis qu'on peut gagner les classes populaires en ayant un programme ultralibéral aux États-Unis, ça s'appelle Donald Trump, mais on ne peut pas gagner les classes populaires en ayant un programme ultralibéral en France. Donc il faudra absolument, si François Fillon veut gagner un deuxième tour contre Marine Le Pen, changer quelque chose de son programme. Alors ça aussi, c'est dans la présidente. Vous pensez toujours que les Outre-mer entreraient en dissidence si un pouvoir d'extrême droite s'installait à Paris? Oui, j'en suis convaincu. Je n'imagine pas la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, le doigt sur la couture d'une France dirigée par Marine Le Pen. Dans le second tome de la présidente, celui qui est sorti, on est en 2022, à la fin du quinquennat de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui a changé dans le pays? Ce qui a changé dans le pays, c'est finalement le fait que tout ce qui est aujourd'hui à l'état de potentialité négative, eh bien, a pris le pouvoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, eh bien, il est quand même interdit d'exprimer son racisme de manière et de pratiquer la discrimination. Là, ça ne le serait plus. Ça serait l'aboutissement d'une pente négative selon moi. Mais vous avez raison de poser cette question de cette manière-là. C'est plutôt un glissement qu'une rupture. Francosphère, Dominique Rodrey. Francosphère qui rime aujourd'hui avec François Durper, l'historien spécialiste des États-Unis, mais aussi des sciences de l'éducation, mais encore scénariste de la BD La Présidente, une BD d'anticipation politique où l'on voit la dynastie Le Pen s'emparer de l'Élysée. Et puisque le temps est décidément très élastique dans cette émission, nous allons faire, au moment de la galette des rois, un petit saut en arrière pour nous retrouver à Noël. Anne Bonneau a rencontré la Polonaise Cordelia qui lui a expliqué que chez elle, il n'était question ni de dinde, ni de chapon, mais plutôt de poisson. Et c'est ce qui lui revient comme goût de l'enfance, le goût de la carpe de Noël. Carpe. Avec un K par contre. Toutes les familles en Pologne, on mange la même chose, la carpe, la veille du Noël. En fait, déjà en Pologne, la veille du Noël, c'est un repas sans viande. Parce que, en fait, Noël, donc le 25, le 24, c'est un peu jour de jeûne, un peu. Donc, c'est pour ça, c'est poisson. C'est la carpe. Je ne sais pas, peut-être parce que la mer, elle est loin, donc c'est la carpe. Déjà, on garde une petite écaille de carpe. On met dans ça en porte-monnaie. C'est pour qu'on apporte l'argent. Et sinon, on les coupe en tranches et puis on les fait paner et puis on met sur poêle, voilà. C'est tout simple. Tout le monde, en Pologne, tout le monde. Ça c'est resté. Et maintenant, c'est différent, mais avant, on achetait la carpe même une semaine ou 2 semaines avant. Et elle, on l'achetait vivante et puis on la mettait dans le baignoire. Donc, elle nageait. Et attendant son lait, voilà. À chaque Noël, j'essaie de faire une carpe. Mais bon, je suis la seule à la manger. Dans quel état votre estomac sort-il des agapes de Noël, François Durper? Moi, l'avantage, c'est quand je vais en famille, je me retrouve avec une sœur qui est adepte du running et avec un beau-frère qui est prof de sport. Donc ça court, ça se dépense. Ça se dépense. Donc peut-être le seul à sortir un peu plus affûté qu'au début des fêtes. Et quand vous étiez enfant, comment se passaient les Noëls dans la famille Durper? Très Noël, c'est-à-dire attendre les cadeaux. Alors moi, je suis très partisan de faire attendre. Les enfants, moi, les souvenirs que j'ai d'enfance, c'est on attend la nuit et il y a ce temps d'attente qu'on a peut-être un peu moins dans nos sociétés contemporaines. Ce temps d'attente, il est essentiel. Moi, je suis fou de voir les enfants ouvrir leurs cadeaux le soir, quand ils peuvent les ouvrir, le soir de Noël. Et vous êtes partisan du Père Noël, début de la mondialisation, inventé par Coca-Cola? Écoutez, il y a l'enfant qui parle et qui a ses souvenirs, de Noël. L'important, c'est d'avoir de bons souvenirs et le fait d'entretenir un rêve
étant enfant, c'est essentiel, alors que ça s'appelle le Père Noël ou que ça soit autre chose. Alors les États-Unis nous ont amené le Père Noël, version Coca-Cola. Est-ce que nous, on réussit à exporter des traditions, par exemple la galette des rois, qui est française, elle a cours aux États-Unis? Non, pas tellement. C'est vrai que la galette des rois, alors c'est dans les communautés françaises évidemment, mais non, j'ai pas souvenir d'avoir fait la galette des rois aux États-Unis. Et je ne sais pas si vous respectez, François Durper, dans la galette des rois, à l'intérieur même de cette tradition, il y a une autre tradition qui consiste à couper une part supplémentaire qu'on appelle soit la part Oui, du pauvre, tout à la fait. part de la Oui, Vierge bien sûr. ou la part du bon Oui, Dieu. oui, bien sûr, ça j'ai vu se faire ça en famille, oui, tout à fait. Seli elango, mamu elingeli, uluo mambali, soku mamba. Melingeli elango, mamu eye, aungola wa masaye, soku mange. Alingeli e masoye, mamu elungo, mamu elasaye, soku mamba. La ila 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 la ila ila ila. Bondier, morceau extrait du dernier CD de l'excellente Christine Salem qui passe sans difficulté du maloya au blues. Quand vous entendez cette voix réunionnaise, François Durper, elle prend une résonance particulière en vous? Oui, c'est éblouissant. Moi, je suis très sensible à la musique, comme l'a dit tout à l'heure votre consoeur. Je pratiquais la clarinette. Je ne pratique plus la clarinette. Pourquoi avez-vous arrêté? Sans doute parce que ça a été pour moi une sorte de... Enfin, j'ai pratiqué la clarinette classique au conservatoire, donc c'était pas un instant de liberté, c'était presque une C'était très matière. contraint? C'était contraint. Et donc, peut-être que quand on fait d'un instrument lorsqu'on est enfant, la dimension de jeu, elle doit être, je pense, essentielle pour qu'on garde l'instrument tout au long de sa vie, plutôt que évidemment se dire à un moment donné, même si on atteint un niveau dans cette discipline, finalement c'est quelque chose que j'ai fait contraint au départ. Et vous n'avez pas eu envie de la reprendre de manière Si, plus libérée? Si, bien sûr. Mais alors après, il y a aussi quelque chose, c'est que la clarinette, c'est un instrument classique et que, évidemment, c'est aussi un instrument de jazz. Donc l'idée, c'est évidemment de passer du classique au jazz, mais en fait, ça ne se fait pas aussi facilement. On n'enlève pas ses vêtements et son solfège pour tout d'un coup prendre sa clarinette et improviser. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors à propos du titre Bondier de Christine Salem, il y en a un que vous n'avez pas vu venir, c'est François Fillon et son engagement chrétien revendiqué. Sa victoire aux primaires, LR, est-ce que ça rebat les cartes? Je pense que ça rebat les cartes, oui, parce que on va avoir là quelque chose qui va être intéressant, c'est-à-dire l'opposition entre une droite ultranationaliste, une droite ultralibérale. Et je pense que la question qui se pose, c'est la question de l'abstention possible face à un choix qui sera nécessairement pour certains. On parle beaucoup de 2002, mais 2002, le sursaut républicain s'est produit parce qu'il était finalement le pendant d'une surprise. Or là, c'est quelque chose d'attendu. Est-ce qu'on peut envisager le même sursaut républicain lorsqu'il ne s'agissera pas d'un sursaut, mais presque de se préparer plusieurs mois à l'avance à voter finalement pour quelqu'un qui serait le moins pire? Donc je suis assez inquiet de la manière dont se passerait le deuxième tour en l'absence de la gauche. Je reviens à la religion. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, citation attribuée à André Malraux. Vous êtes d'accord avec ça, François Durper? Je pense qu'il sera même religieux. Alors pas au sens vraiment étymologique du terme, c'est-à-dire que la question centrale du 21e siècle sera celui de la religion, c'est-à-dire religaré, c'est-à-dire du lien entre nous. Alors pas forcément sur une base de rituel d'une religion ou d'une autre, mais sur qu'est-ce qu'on fait de nos liens. Surtout que la révolution qu'on connaît, c'est une révolution numérique, où aujourd'hui on communique, et je vous le dis, même si on est à la radio, j'ai les yeux rivés sur mon iPhone. Qui m'a contacté, qui est en train de me contacter, ça c'est ce que connaissent tous les profs qui ont des étudiants.
mais tous les étudiants aussi qui ont des profs. C'est-à-dire qu'on a très très peu de moments avec des moments privilégiés de relations, j'allais dire, bilatérales et présentielles. Vous ne vous arrêtez jamais, vous êtes un grand malade finalement des moyens de communication. Je crois qu'on est, on est tous en train de basculer dans ça. Et donc là, ça met en jeu un nouvel humanisme et une nouvelle éducation. Comment on éduque de nouveaux citoyens à l'ère du net et à l'heure de ces myriades de relations possibles. Alors, est-ce qu'elles sont des relations quand vous avez un ami sur Facebook? Est-ce que c'est un ami? Ça peut devenir un ami, mais quand vous en avez 21 000, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pour moi le cœur. On est dans une révolution qui n'a rien à voir avec la révolution Gutenberg, ou même qui n'a rien à voir avec l'entrée dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'invention de l'écriture par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui? L'écrasement du temps et de l'espace. Alors des questions, ils s'en posent outre-mer, dans la séquence Génération Watt également, qui est issue du questionnaire adressé dans les 9 collectivités aux jeunes de 18 à 35 ans. Sandrine Weber a sélectionné aujourd'hui des réponses calédoniennes et guadeloupéennes sur le pouvoir réel des hommes politiques. Les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. D'accord ou pas d'accord? Ah si, ils ont du pouvoir, mais pas forcément tout le pouvoir qu'ils aimeraient avoir. Ils n'ont pas de baguette magique pour faire en sorte que le pays soit parfait, tout le monde soit heureux, etc. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ah oui, mais les hommes politiques, pour moi, ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Tu regardes le top 100 des personnes les plus influentes au monde, c'est à chaque fois des hommes politiques. Hein. C'est l'argent qui domine le monde, donc c'est le système financier. C'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, les lobbies ils ont un gros poids sur la politique du pays, sur les hommes politiques. Donc les politiques n'ont plus autant de pouvoir qu'ils avaient avant. Je suis assez d'accord, c'est les multinationales qui ont le pouvoir maintenant. Ouais, enfin, c'est des acteurs tout simplement. Hein. D'accord, mais ils ont trop d'argent quand même. Je suis assez d'accord sur le fait de se dire qu'effectivement, les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. Pour moi, maintenant, les gens qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Et bon, les hommes politiques, ce ne sont pas les plus riches, hein, d'ailleurs. Oui, ils ont du pouvoir, mais ils ne le mettent pas à notre service. Je suis d'accord avec ça. Et ils auront de moins en moins de pouvoir si ça continue comme ça. Parce que la voix du peuple, elle a son importance. Même question posée au politologue François Durper. Est-ce que ce sont encore les hommes politiques qui décident de la politique de leur pays ? Je vous prends un cas concret. Barack Obama, quand il arrive en 2008, il arrive sur un programme de changement radical. Qu'est-ce qu'il a changé réellement de la société américaine? Il a changé des choses. Parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire plus que ça. Il y a plus d'Américains qui sont assurés que quand Barack Obama n'était pas là. Donc il y a des choses qui ont changé. Pour combien de temps encore ? Exactement, parce qu'il y a évidemment Donald Trump, lui, n'est pas sur cette ligne-là. Je pense au jeune brodeur afro-américain qui s'est suicidé parce que innocent, il est arrivé en prison, Rikers Island, à 15 ans, et qu'il a été détruit par les prisons. Alors, Obama a fait bouger quelque chose, c'est qu'on ne peut plus mettre à l'isolement carcéral des mineurs. Alors, il a fait bouger des choses. Oui, l'homme politique a encore la possibilité de faire bouger des choses, mais est-ce qu'il change tout dans sa société? Évidemment, non. Et l'arrivée d'un amateur en politique, Donald Trump ? Un amateur, peut-être pas dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des amateurs qui sont... je pense qu'il y a des choses préoccupantes. On ne va pas le juger avant qu'il ait véritablement agi, même si les nominations font partie déjà de l'action. Mais il y a quelque chose de préoccupant, c'est que quand il a nommé son équipe, quand il est en train de nommer là, son équipe, il ne nomme pas... La tradition européenne, américaine, c'est de nommer des gens très différents les uns des autres. Et le président, lui, fait la synthèse. Lui, il nomme des mini-Trump, donc des gens qui sont d'accord avec lui. Où va être la diversité des opinions dans son équipe? On termine comme d'habitude avec le Speak French de Jean-Marie Chazot qui s'intéresse aujourd'hui aux méchants dans les films américains qui certes parlent anglais mais avec l'accent français. Dans The Revenant, ce film où Leonardo DiCaprio se fait à moitié tuer par un ours, on entend soudain parler français parmi les trappeurs, un personnage violent et violeur, très fort dans le genre abject, incarné par un comédien français, Fabrice Had. Il faut dire que ces dernières années, le français a remplacé le russe dans le rôle du méchant dans les films américains. Oubliez le délicieux accent de Maurice Chevalier ou le French lover Charles Boyer. Dans les années 2000, le français incarne le vilain, comme on dit en anglais. Vincent Cassel dans Ocean's 12, Mathieu Amalric chez James Bond ou Lambert Wilson dans Matrix. Le mieux est encore de s'en moquer, comme Jean Dujardin qui s'est mis en scène dans un faux casting de méchant pour être engagé par un producteur américain. Jean Dujardin, I'm reading the role of James Bond's nemesis. Not so fast, Mr. Bond. You're clever, but I'm more clever. C'était en 2012. Quelques jours plus tard, il obtenait l'Oscar pour The Artist,
un rôle muet. Pourquoi est-ce que les Américains ne nous aiment pas, ne nous aiment plus, François Durper? Non, il y a toujours eu une relation particulière entre France et États-Unis. On rappelle quand même que ce sont les deux seuls pays à ne s'être jamais fait la guerre dans les grands pays du Nord. On ne s'est jamais fait la guerre entre Américains et Français. Il y a eu Lafayette. Et puis évidemment, Lafayette d'un côté, et puis évidemment le 6 juin 1944 de l'autre. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être la bascule de 2003, le fait que les Américains ont identifié un pays, la France, qui n'a pas soutenu l'Amérique dans son intervention en Irak. Et ont boycotté les French fries, les frites. Voilà. Et puis il y a aussi tous les différents commerciaux importants, différents commerciaux entre États-Unis et Union européenne, mais au sein de l'Union européenne, c'est quand même la France qui est la plus hostile sur un certain nombre. On pense évidemment à la banane qui concerne évidemment les Outre-mer, et ça a été quand même un point de tension important. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même nature que l'hostilité à la Russie soviétique. Je pense qu'il y a quand même toujours une sorte de, peut-être de distance, mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'Américains qui aiment les Français. Vous allez plutôt voir des films américains ou français au cinéma? Les deux. C'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma américain, mais ça dépend quel cinéma américain. Il y a une diversité très grande de cinéma américain, pas nécessairement les films d'action, mais il y a des cinémas américains et souvent un cinéma indépendant qu'on connaît maintenant en France évidemment, mais qui est éblouissant sur la société, sur l'autre Amérique. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez ces temps-ci? Alors ces temps-ci, je ne vais pas beaucoup au cinéma. Là, je dois dire que je n'y suis pas allé depuis peut-être 6 mois. Donc, bon, alors on va faire un conseil de lecture. Ouais. Un conseil de lecture, c'est La Présidente, tome 1 et 2 aux arènes. Le tome 3 est à sortir bientôt au mois de mars. Merci François Durper. Merci à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessaume.